Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous abordons le 5e chapitre qui traite des machines-outils à commande numérique. Le cours développera les points qui apparaissent dans le plan suivant. Dans un atelier de fabrication mécanique, on peut distinguer parmi les machines de production les machines conventionnelles comme les tours, les fraiseuses ou les perceuses, et les machines-outils à commande numérique comme par exemple les centres d'usinage CU et les centres de tournage CT. Ces équipements d'usinage sont disposés dans l'atelier de production selon diverses configurations, notamment configuration machine autonome, configuration cellule d'usinage automatisée ou configuration système de fabrication automatisé. En ce qui concerne la configuration standalone, donc machine autonome, les machines automatisées prévues pour fonctionner en mode autonome peuvent être affectées à des fabrications en série ou de type flexible. Utilisées pour la fabrication en série, elles sont conçues et réglées pour réaliser une seule séquence d'usinage. Ce sont généralement des machines de transfert ou des tours multibroches dont la configuration figée ne justifie pas toujours la présence d'une commande numérique, sinon de systèmes spécialisés, simples et peu coûteux. Lorsqu'elles doivent en revanche réaliser des opérations d'usinage multiples pour des pièces de taille et de nature différentes, ces machines demandent des niveaux de flexibilité plus élevés. Elles sont alors équipées de commandes numériques dont les performances sont le plus possible adaptées aux familles de produits pour lesquels la machine a été conçue. En ce qui concerne les cellules d'usinage automatisées, ce sont des cellules qui se présentent sous forme d'un ensemble intégré composé de deux ou plusieurs machines-outils identiques ou non, et de dispositifs de chargement et de déchargement automatique de pièces comme les bandes transporteuses, chariots de convoyage, robots manipulateurs, robots portifs, etc. Un centre d'usinage palettisé ou un centre de tournage comportant un changeur automatique d'outils représentent en eux-mêmes une cellule d'usinage automatisée. En général conçue pour fonctionner sans surveillance humaine, aussi longtemps qu'elle est alimentée en pièces et en outils de coupe, une cellule d'usinage dispose d'équipements appropriés permettant de détecter toute anomalie de fonctionnement et d'arrêter la cellule si cette anomalie ne peut être corrigée automatiquement. Enfin, pour les systèmes de fabrication automatisés, afin d'assurer la production de pièces diverses en petite et moyenne série, un compromis doit être trouvé entre les objectifs contradictoires de flexibilité et de productivité. La solution à ce compromis est le système de fabrication automatisé, plus connu sous le nom d'atelier de fabrication flexible. Traduction de l'expression anglo-saxon Flexible Manufacturing System, FMS, qui permet de passer d'un type de fabrication à un autre dans un minimum de temps avec un minimum de réorganisation. Un atelier flexible est un système de production piloté par ordinateur qui se compose de plusieurs machines ou équipements reliés les uns aux autres par des dispositifs assurant le transport des pièces d'un point à l'autre du système. Les procédés d'ordonnancement de la production, la gestion des programmes d'usinage, le contrôle et le magasinage des pièces, ainsi que les données nécessaires à l'élaboration de rapports et de données statistiques concernant son fonctionnement font également partie du système. La commande numérique est une technique utilisant des données composées de codes alphanumériques pour représenter les instructions géométriques et technologiques nécessaires à la conduite d'une machine ou d'un procédé. La commande numérique est une méthode d'automatisation des fonctions des machines ayant pour caractéristique principale
une très grande facilité d'adaptation à des travaux différents. À ce titre, la CM constitue l'un des meilleurs exemples de pénétration du traitement de l'information dans les activités de production. Exploitant au maximum les possibilités de l'informatique, toutes les données sont traitées en temps réel, c'est-à-dire au moment où elles sont générées, de manière à ce que les résultats du traitement contribuent également à piloter le processus. Le premier avantage d'une commande numérique est d'offrir aux machines qui en sont équipées un très haut niveau d'automaticité. Sur de telles machines, l'intervention de l'opérateur nécessaire pour assurer la production de pièces peut être considérablement réduite, voire supprimée. De nombreuses machines-outils à commande numérique peuvent ainsi fonctionner sans aucune assistance pendant toute la durée de leur cycle d'usinage, laissant l'opérateur libre d'accomplir d'autres tâches en dehors du poste de travail. Cette caractéristique présente par ailleurs un certain nombre d'avantages moins palpables, mais tout aussi importantes, telles que diminution notable de la fatigue de l'opérateur, moins d'erreurs d'origine humaine et un temps d'usinage constant et prévisible pour chaque pièce d'une même série. La grande souplesse d'utilisation de la commande numérique entraîne d'autres avantages. Changement aisé du programme d'usinage, réduction des encours de fabrication, réduction des outils et suppression des gabarits, diminution du nombre des outils spéciaux et des outils de forme, réduction des temps de préparation et de réglage du poste de travail, prise en compte rapide des modifications d'usinage, définition plus rapide et plus fiable des conditions optimales d'usinage, réduction du nombre de prises de pièces du fait qu'on a une machine universelle, diminution du temps d'attente entre les diverses machines d'usinage d'un atelier, gain sur les surfaces au sol occupé dans l'atelier, possibilité de réaliser des pièces complexes en gérant des déplacements simultanés sur plusieurs axes, contrôle automatique des outils et des dimensions de pièces avec prise en compte par la CN des corrections à effectuer. La commande numérique a en effet beaucoup contribué à améliorer la sécurité des machines. En premier lieu, parce qu'elle connaît très précisément l'enveloppe de travail dans laquelle doivent évoluer les outils. Ensuite, parce qu'elle permet une simulation graphique hors usinage des programmes nouvellement créés pour vérification et détection des risques éventuels de collision. Enfin, parce qu'en exerçant une surveillance permanente de l'usinage en cours, elle peut décider d'en interrompre le déroulement et d'alerter l'opérateur en cas d'incident. Il est par ailleurs admis que le niveau de performance très élevé atteint par les machines-outils à commande numérique conduit les constructeurs à prévoir des dispositifs de protection très élaborés contre éventuellement la projection des coupeaux ou de liquide d'arrosage qui ne s'imposent pas nécessairement sur une machine-outil conventionnelle. Symbole de précision, de répétabilité, de fiabilité et de flexibilité, qualité primordiale dans une économie de marché où les produits se caractérisent en termes de prix, de qualité et de délai de mise à disposition. La commande numérique se montre économiquement intéressante pour produire à l'unité ou en série toutes les sortes de pièces, même les plus simples. Une fois vérifié et validé, un programme assure la réalisation de 2, 10 ou 1000 pièces identiques avec la même régularité de précision et la même qualité d'usinage sans que l'habilité de l'opérateur n'intervienne. Il convient en outre de souligner que la commande numérique ouvre de nouvelles perspectives en permettant la définition de pièces complexes qu'il est pratiquement impossible de concevoir et de fabriquer sur des machines-outils conventionnelles. Cependant, le domaine d'utilisation économique de la machine-outil à commande numérique se situe dans la petite et la moyenne série. Les machines-outils conventionnelles
restent rentables pour les opérations simples où elles ont malgré tout tendance à être remplacées par les machines-outils à commande numérique d'entrée de gamme. Pour les grandes séries, le recours à des machines spéciales à automatisation rigide, comme les machines de transfert, les tours à cam, les fraiseuses de copiage, etc., se montre encore très avantageuse si l'on représente le coût d'une pièce en fonction du nombre d'exemplaires à fabriquer. On peut déterminer les limites économiques d'utilisation de la scène. Dans l'exemple de la figure, au-dessus de 5 pièces par série, l'usinage sur une machine-outil à commande manuelle est plus rentable que sur une machine-outil à commande numérique. De la même façon, une machine spéciale sera au-dessus de 5000 pièces par série. La commande numérique pilote les mouvements et gère les outils de pratiquement tous les types de machines-outils, travaillant par enlèvement de métal, comme les perceuses, les alaiseuses, les fraiseuses, les centres d'usinage et de tournage, les tours, rectifieuses, tailleuses d'engrenages, etc. Dans le domaine du formage, la commande numérique équipe fréquemment les poinçonneuses, les cisailles, les presses plieuses et les machines de découpe, quel qu'en soit le procédé, comme le loxycoupage, le plasma, le laser ou jet d'eau. Les machines à bois également sont équipées de commandes numériques. Dans les usines de fabrication électronique, on retrouve également la commande numérique qui est utilisée sur les machines de perçage des circuits imprimés et sur les machines d'enrobage de câbles. Depuis la commande de deux axes, d'une table de perceuse jusqu'à la gestion des 5 axes simultanés, de machines de très grande dimension utilisées pour l'industrie aéronautique, pour usiner des profils complexes, d'ailes et de fuselage d'avions. La commande numérique a certainement un impact considérable sur toutes les industries de fabrication mécanique. La commande numérique est aussi à l'origine de l'avènement du centre d'usinage, une nouvelle architecture de machines-outils polyvalentes développée dès 1958 par le constructeur américain Kearney & Tracker. Muni d'un changeur automatique d'outils, le cas échéant d'un changeur automatique de pièces, les palettes, le centre d'usinage est capable d'effectuer des opérations d'usinage diverses comme le perçage, le lamage, le taraudage, l'alésage et le fraisage sur plusieurs faces d'une pièce sans démontage. Voyons de près la structure d'une machine-outil à commande numérique. Une machine-outil à commande numérique est un système automatisé composé de deux parties complémentaires. La partie opérative qui permet de réaliser mécaniquement les mouvements de coupe et d'avance, chaque mouvement étant obtenu par un axe numérique piloté par la partie commande. La partie commande qui gère et coordonne toutes les actions exécutées par la partie opérative. Donc, d'une façon basique, on dira que l'opérateur pilote la machine-outil à commande numérique via un pupitre de commande qui permet de l'exploiter par l'intermédiaire du directeur de commande numérique, comme le montre la figure ci-contre. D'une façon beaucoup plus approfondie, l'architecture d'une commande numérique est illustrée par la figure de la diapo. On y retrouve l'organisation classique d'un calculateur multiprocesseur. Les modules principaux d'une commande numérique représentés physiquement sous forme de carte électronique sont les suivants. L'unité centrale de traitement ou processeur C1, elle cherche, décode et exécute les instructions du programme stocké en mémoire. Elle engendre et gère les signaux, commande la circulation des instructions du programme. L'unité mémoire stocke en premier lieu le logiciel du système sur des mémoires mortes non volatiles de type ROM. Les programmes ne peuvent être ni effacés ni modifiés par l'utilisateur.
En second lieu, les programmes pièces, les variables et les corrections d'outils dont des mémoires vives volatiles de type RAM, qui peuvent être effacées et programmées à volonté. L'automate programmable API ou processeur machine assure l'interface entre la commande numérique et la machine. Il gère la logique de la machine par programme, ce qui permet de conserver un matériel de base standard et de réaliser un programme pour chaque application. Son rôle sur la machine concerne essentiellement les procédures de mise en route et d'arrêt d'organes mécaniques ou électriques, les changements d'outils, la gestion des palettes et d'une façon générale toutes les informations relatives à la machine et à son environnement. Il est pourvu à cet effet de cartes d'entrée-sortie qui assurent la communication avec le monde extérieur. Les claviers, les capteurs et les lecteurs sont des dispositifs d'entrée, tandis que les imprimantes et les afficheurs se classent dans les dispositifs de sortie. En présence d'un environnement de machine complexe, il peut s'avérer nécessaire d'adjoindre des cartes d'entrée-sortie supplémentaires. En fonction de la configuration de la machine, les modules d'extension peuvent être déportés et non par rapport à la commande numérique. Le pupitre opérateur permet le dialogue entre l'homme et la machine et la mise au point des programmes pièces à l'aide de systèmes clavier-écran. C'est aussi le moyen de moduler certains paramètres tels que la vitesse d'avance ou la vitesse de broche. Les unités de commande d'axe sont chargées de piloter les axes de la machine en boucle fermée sous le contrôle d'une unité centrale. Dans certains cas, une unité de communication assure la liaison directe D1C de la commande numérique avec un ordinateur extérieur en vue d'effectuer des opérations de chargement et de déchargement de programmes pièces à distance. Un ou plusieurs bus d'échange gèrent la communication entre tous ces modules, ainsi que l'échange et le traitement des informations entre les organes d'entrée, les mémoires et les organes de sortie de la commande numérique. Les échanges sont effectués de façon cyclique au rythme d'une horloge qui cadence le déroulement des opérations et synchronise le fonctionnement du système. La cadence de l'horloge est généralement celle du microprocesseur utilisé par le constructeur de la commande numérique. Pour s'adapter à l'accroissement exceptionnel de productivité que permet la technologie CN, la constitution mécanique des machines-outils a dû être totalement repensée. Chaque morphologie se distingue par la nature des mouvements offerts et la technologie utilisée, les modes d'approvisionnement en outils, la façon selon laquelle l'évacuation des coupeaux est opérée, le mode d'arrosage et de soufflage appliqué, la technologie de guidage utilisée et enfin la précision de contrôle atteinte. Une machine-outil à commande numérique est un système mécatronique complexe comportant plusieurs éléments qu'on peut répartir entre la partie commande et la partie opérative. Nous nous concentrons dans cette diapo sur les éléments mécaniques. L'élément de base d'une machine-outil à commande numérique est le bâti, qui permet le guidage des axes de mouvement et l'agencement des autres organes de la machine. Pour assurer une géométrie correcte et encaisser les actions mécaniques dues aux accélérations élevées des mobiles, le bâti doit être rigide et limiter les déformations dues à la chaleur. Les nouvelles machines intègrent de nouveaux matériaux de construction comme le béton et la répartition des masses est généralement optimisée. Les axes de déplacement mettent en mouvement les parties mobiles des machines avec de fortes accélérations. Ces axes sont constitués d'un guidage, d'un système d'entraînement, d'une motorisation et d'un système de mesure, comme l'illustrent les figures de la diapo. Pour la motorisation, dans les cas de grande productivité,
on cherche généralement à minimiser les temps hors matière et on demande des vitesses de retour rapides importantes. Le mobile doit atteindre rapidement ces vitesses, d'où des accélérations importantes. Pour cela, on utilise généralement des machines à courant continu ou des machines à courant alternatif ou des moteurs pas à pas. La transmission du mouvement se fait encore beaucoup au moyen de vis à billes précontraintes, mais on assiste actuellement à l'arrivée à des actionneurs dits linéaires qui permettent d'éliminer les jeux et les frottements en éliminant le système d'accouplement et en ayant un entraînement direct. Par ailleurs, le système de mesure transmet la position du solide à la commande. Deux technologies sont généralement utilisées. Les systèmes de mesure qui comptent le nombre de tours de vis et la position ondulaire dans la machine. Ils ont pour capteur des codeurs incrémentaux semi-absolus. Et on a également des systèmes qui mesurent la position effective du mobile. Ils ont pour capteur des règles incrémentales. Plus chère cette technologie a la tendance à se développer sur des machines de production qui doivent avoir des asservissements précis. Également, on a l'élément broche qui crée le mouvement de coupe nécessaire à l'usinage. Il assure donc la mise en rotation de la pièce ou de l'outil, tout dépend si on a affaire à un centre de fraisage ou un centre de tournage. Ces deux cas posent des contraintes fonctionnelles différentes pour l'exploitation de la broche. Voyons maintenant de près le principe d'asservissement d'un axe d'une machine-outil à commande numérique. Partant du principe que pour usiner une ou plusieurs surfaces élémentaires, il est nécessaire de combiner deux mouvements générateurs, le mouvement de coupe MC et le mouvement d'avance MF. La fonction principale d'une CNC est de contrôler en permanence les déplacements des divers organes mobiles de la machine en vitesse comme en position. En effet, chaque axe de déplacement est donc assujetti à un asservissement en boucle fermée dont le principe consiste à mesurer continuellement la position réelle du mobile et à la comparer avec la grandeur d'entrée aux positions de consigne que délivre le directeur de commande numérique DCN pour atteindre la nouvelle position, comme l'illustre la figure. Ainsi, le moteur 1 entraîne son jeu la vis à billes 2, dont l'écrou 3 est lié au chariot 4. À l'extrémité de la vis, un compteur d'impulsion 5 vérifie constamment la position exacte du chariot en additionnant le nombre de fractions très petites de tours de vis. Cette information transmise au directeur de commande numérique 6 est comparée avec les positions prévues par le programme. Cette seconde action continuelle de contrôle et d'ajustement est appelée boucle de position. Cette boucle est répétée aux multiples axes qu'on retrouve dans une machine à commande numérique. Dans tous les systèmes de pilotage avec boucle de retour, on compare en permanence la position réelle du mobile avec la valeur de consigne délivrée par la commande numérique. Le résultat de cette comparaison, appelé erreur de poursuite, sert à élaborer le signal de commande du moteur d'entraînement. En fonction de l'emplacement du capteur sur la machine, la méthode de mesure est directe ou indirecte. Dans un système à mesure directe, le capteur de position est fixé directement sur l'organe mobile à positionner, parce qu'il évite les erreurs de mesure dues au manque de précision éventuelle de la vis à billes et du mécanisme d'entraînement. Ce type de montage est le plus satisfaisant du point de vue précision. Dans un système à mesure indirecte, le capteur de position est monté en bout de vis mère ou sur le mécanisme d'entraînement. Ce type de montage fait intervenir un certain nombre d'imprécisions dues à la prise en compte des contraintes mécaniques qui affectent l'ensemble de la chaîne cinématique. En effet, en fonction de sa position,
dans la chaîne cinématique de l'axe, le capteur peut s'affranchir de certains défauts géométriques. Par exemple, si la mesure se fait du côté moteur, le capteur ne sera pas affecté des défauts du réflecteur, de l'erreur de pas de vis, de la déformation de la vis, des défauts de l'écrou. Maintenant, si la mesure se fait en bout de vis, le capteur ne sera pas affecté de l'erreur de pas de vis, de la déformation de vis, des défauts de l'écrou. Si maintenant la mesure est directe sur le mobile, ça sera la solution idéale, mais elle est plus chère et rend l'asservissement plus instable. On distingue également la mesure absolue lorsque le déplacement est mesuré toujours à partir de la même origine et la mesure est dite incrémentale ou relative lorsque le déplacement demandé s'effectue par rapport à la position précédemment atteinte. La solution incrémentale nécessite de prendre en compte avec précision le zéro absolu à chaque mise sous tension de la commande numérique. Une solution intermédiaire, dite semi-absolue, consiste à fournir un signal analogique qui se répète cycliquement à intervalles constants sur toute la course de l'axe. La valeur réelle est obtenue en considérant la cote absolue et le nombre de pas déjà effectués. La nature du signal mesurant l'écart entre la consigne de position et la position instantanée de l'organe mobile dépend de la nature du capteur utilisé. Celui-ci peut être analogique ou numérique. Analogique lorsque le déplacement demandé entraîne une variation magnétique, électrique ou autre qui est transformée en un signal de sortie. C'est le principe de fonctionnement des capteurs inductifs, résolveurs ou règles inductocines. On parle de capteur numérique lorsque le déplacement d'une règle ou d'un disque présentant des zones alternativement sombres et claires devant un lecteur optique qui produit des impulsions lumineuses qui sont transformées en un signal de sortie. Là, on parle de capteur photoélectrique, règles et disques optiques. Les commandes numériques modernes, à travers leur directeur de commande numérique, DCN, permettent de contrôler simultanément plusieurs axes linéaires ou rotatifs, en général de 2 à 5 axes, et de les interpoler entre eux afin de suivre avec précision une trajectoire quelconque dans l'espace. La complexité d'un DCN varie en fonction du type de déplacement qui pourra être accompli sur la machine. Ainsi, on distinguera 3 systèmes. Les systèmes de commande point à point, les systèmes de commande par axiale et les systèmes de contournage. En ce qui concerne le système de commande point à point ou système de commande de position, ils sont essentiellement utilisés pour piloter des opérations d'usinage ne demandant qu'un simple positionnement outil-pièce. C'est le cas notamment des opérations perçage, soudure point à point ou poinçonnage. Aucun contrôle n'est effectué sur la trajectoire suivie entre le point de départ et le point d'arrivée. Seul importe la position de l'outil par rapport à la pièce en fin de déplacement. En ce qui concerne les systèmes de commande par axiale, ils font parcourir à l'outil ou à la pièce une trajectoire constituée de segments parallèles aux axes de translation de la machine. La vitesse de déplacement étant programmable, l'outil peut réaliser des usinages simples tels que du fraisage en cycle carré et du tournage en chariotage, en plongée ou en tronçonnage. Enfin, on a les systèmes de contournage. Aujourd'hui généralisés sur la quasi-totalité des machines-outils à commande numérique, ils font parcourir à l'outil ou à la pièce une trajectoire définie très précisément. Le niveau de précision est en fonction de la bonne coordination des mouvements. Tous les axes de la machine sont strictement dépendants les uns des autres. La commande numérique compare à tout instant les valeurs de consigne de chaque axe en mouvement avec les valeurs instantanées des coordonnées et des vitesses, afin d'imprimer aux organes mobiles une succession de déplacements élémentaires de petite amplitude dont la répétition va engendrer des trajectoires linéaires ou circulaires comme l'illustre la figure. Ce procédé nécessite de fournir à la commande numérique une quantité importante d'informations en temps réel, ce qui présente le double
inconvénient de limiter la vitesse d'exécution à la vitesse de transmission des données et d'augmenter le volume de support d'information. C'est pourquoi les commandes numériques de contournage disposent de moyens de calcul spécifiques appelés interpolateurs qui, à partir de données de points caractéristiques, élaborent par calcul les points intermédiaires et prédictent les trajectoires de l'outil à suivre. Il y a lieu de rappeler l'existence de la notion de demi-axe dans la description de certaines machines à commande numérique. Cela veut dire que cet axe-là ne peut pas être synchronisé avec les autres axes et ainsi on trouvera des machines à commande numérique deux axes et demi. Cela veut dire que les deux premiers axes peuvent être synchronisés dans le contexte d'un système de contournage, tandis que le troisième axe, il ne peut pas être synchronisé, il doit être bougé indépendamment des deux autres axes. Les machines-outils à commande numérique étant dirigées par un programme, il est important d'avoir une définition commune des références et des axes. En effet, les systèmes d'axes d'une machine-outil à commande numérique répondent à des normes internationales comme la NFZ 68020 et ISO 841 qui précisent leur désignation et leur sens de déplacement. Conformément à ces normes, les axes définissant les mouvements de translation principaux sont désignés par X, Y et Z. Le choix de l'origine du référentiel est arbitraire. Un exemple de définition des axes sur une typologie de machine classique est représenté sur la figure de la diapo. Afin de ne pas confondre X, Y et Z, de même que pour le sens positif et négatif, il est simple d'utiliser la règle des trois doigts de la main droite. L'axe Z est l'axe de la broche, que celle-ci fasse tourner l'outil ou la pièce. Pour les machines possédant plusieurs broches, l'une d'elles est choisie comme broche principale. L'axe du majeur étant parallèle à celui de la broche de travail, Z+ doit éloigner la pièce de l'outil. L'axe X est un axe correspondant à un mouvement de la machine. Il est représenté par le pouce et il est perpendiculaire à l'axe Z. Dans le cas du tournage, par exemple, l'axe X correspond au déplacement radial de la tourelle porte-outil. En général, l'axe X est l'axe du déplacement de plus grande amplitude. L'axe Y est l'axe qui forme avec les deux axes précédents X et Z un trièdre direct et droit. L'orientation positive d'un axe correspond à la rotation d'une vis avançant dans le sens positif de l'axe associé, c'est le sens de vissage. Le sens positif est celui en général qui provoque un accroissement de la spécification concernée sur la pièce. Les symboles A, B, C désignent les mouvements de rotation effectués respectivement autour d'axes parallèles à X, Y et Z. Notons que en tournage, l'axe Y n'existe pas. Deux déplacements suffisent à faire toutes les pièces de révolution. Les axes additionnels définissent des mouvements secondaires parallèles aux axes principaux. Ils sont désignés par U, V, W. Sur une machine-outil à commande numérique, lorsque le déplacement courant est dans le sens négatif, on utilise pour désigner l'axe le signe prime, par exemple X', Y' ou Z'. En plus des axes de référence, il faut définir les origines sur les machines-outils à commande numérique. Pour une bonne exploitation d'une machine-outil à commande numérique, plusieurs points particuliers qui représentent des origines doivent être correctement définis. Les plus importantes sont décrites dans la suite. On a l'origine machine, on a
l'origine mesure, l'origine programme, l'origine pièce et l'origine porte-outil. Toutes ces origines sont bien illustrées sur la figure dans le cas du tournage et dans le cas du fraisage. Voyons maintenant en quoi consistent les prises d'origine machine POM et les origines machine OM. L'origine machine OM ou zéro machine est définie comme étant l'origine du système de coordonnées de la machine. Avant toute mise en service, une machine-outil à commande numérique doit être initialisée. Cette opération consiste à déplacer les chariots vers un point défini par des butées électriques. C'est l'origine machine OM. Elle est atteinte en réalisant les prises d'origine POM. Sur chacun des axes, l'origine machine est acquise par le système lorsque la butée d'origine a été actionnée dans le sens de déplacement prévu par le constructeur, donc c'est le sens de la prise d'origine machine. Et le codeur mesurant le déplacement de l'axe envoie son top 0. En effet, à la mise sous tension, le système ne connaît pas l'origine OM. Les courses mécaniques accessibles sur chacun des axes de la machine sont limitées par des butées fin de course mini et max. La prise d'origine se fait sur une position physique précise, comme l'explique la figure. Notons que le plus souvent, l'origine machine est confondue avec l'origine mesure, comme on va le détailler plus tard. On passe maintenant à l'origine mesure au petit m. La commande numérique traite tous les déplacements demandés dans un programme d'usinage à partir d'un point de référence qui est appelé origine mesure, OM. C'est un point préférentiel défini sur chaque axe par le constructeur machine. Il permet de fixer l'origine absolue de la mesure. Les coordonnées de ce point OM peuvent être introduites, voire modifiées par les paramètres machine spécifiques. Dans certaines situations, l'origine machine peut être confondue avec l'origine mesure. Dans le cas contraire, OM est défini par un décalage d'origine, donc OM par rapport à O petit m est égal à hors pomme, comme le montre la figure. Lors de l'opération de prise d'origine, le calculateur connaît la valeur de ce paramètre le long des différents axes X, Y et Z et peut positionner le zéro mesure. Les courses utiles sur chaque axe sont limitées par des butées logicielles dont la position est définie par des paramètres machine. On passe maintenant à l'origine pièce O petit p et origine programme O grand P. Pour écrire un programme pièce, le programmeur choisit une origine programme OP. L'origine programme est généralement un point de départ de cotation sur le dessin de la pièce. L'opérateur apprend au système la position de l'origine programme par une prise d'origine pièce. L'apprentissage se fait pour chacun des axes pour un point connu et accessible de la pièce, dit origine pièce, O petit p, qui peut être confondu avec l'origine programme. On définit ainsi un décalage d'origine pièce par rapport à l'origine mesure, qu'on notera Pref. Et également, on définit le décalage d'origine programme par rapport à l'origine pièce, OP grand P par rapport à OP petit p, qui est défini comme étant DEC 1. Ce sont donc Pref et DEC 1, ce sont deux paramètres qu'on définit en 3 dimensions. Donc, ils doivent avoir généralement des composantes selon X, Y et Z.
L'origine programme OP est donc l'origine des axes qui a servi pour établir le programme. Elle est choisie par le bureau des méthodes. Toutes les coordonnées des points des cycles d'usinage sont définies par rapport à OP à partir des codes de fabrication. OP est défini par rapport à OP petit p par un paramètre DEC1 comme l'illustre la figure sur chacun des axes. Si O petit p est confondu avec O grand P, il n'y a pas lieu de déterminer DEC1. Afin de conserver une homogénéité du travail, surtout s'il est confié à plusieurs personnes, il est nécessaire d'établir une correspondance entre les différents repères précédemment définis. Ainsi, on définit les distances P, Ref et DEC1 comme l'illustrent les figures de la diapo. La prise de référence, donc PRF, définit la distance entre l'origine mesure OM et l'origine OP. Le décalage d'origine DEC1 définit la distance entre l'origine O petit p et l'origine O grand P. Ce décalage peut être introduit au clavier du directeur de commande CN ou programmé via la fonction G59. Il est à noter que le paramètre PRF peut être déterminé lors de la réception de la machine et ces valeurs est enregistrées par le directeur de commande. En général, c'est une donnée machine stabilisée qui est rarement modifiée. En fait, il y a d'autres points importants à connaître sur une machine-outil à commande numérique. Dans le cas d'un tour à commande numérique, on doit connaître l'origine porte-pièce. C'est l'origine du référentiel de mise en position du porte-pièce qui consiste en un mandrin, une pince ou un montage spécifique sur la machine. Dans ce cas-là, l'origine porte-pièce est l'intersection de l'axe de la broche et de la face avant de la broche, c'est la surface d'appui du mandrin comme l'illustre la figure. On doit également connaître le point courant qui est le point piloté par la machine. Lorsque les corrections d'outils sont nulles, le point courant est situé à l'intersection de la face avant de la tourelle et de l'axe de l'alvéole du porte-outil en position travail. C'est alors le point courant tourelle PCT. Lorsque l'outil est monté sur la tourelle et les paramètres outils sont pris en compte, le point courant est alors situé au point générateur de l'outil, c'est alors le point courant outil, PCO. Dans le cas d'un centre d'usinage à commande numérique, on définit l'origine porte-pièce OPP comme étant l'origine du référentiel de mise en position du porte-pièce qui est représenté par un étau ou un montage d'usinage sur la machine. Par ailleurs, le point courant, qui est le point piloté par la machine, est défini comme étant le point courant broche PCB quand les corrections d'outils sont nulles. Donc le point courant est situé à l'intersection du plan de la base de la broche et de son axe. Lorsque l'outil est sur la broche et les paramètres outils sont pris en compte, notamment L et R pour une fraise et L pour un forêt, le point courant est alors situé à l'extrémité de l'outil. On parle alors de point courant outil PCO. On définit maintenant un dernier paramètre pour situer les points de référence par rapport au point courant, c'est la jauge d'outil J. En effet, c'est la distance entre l'arête coupante de l'outil, donc le point générateur, et le point de référence lié
à l'outil ou le porte-outil qu'on a vu précédemment qui est le point courant. La jauge d'outil J peut être mesurée selon les trois axes X, Y et Z directement sur la machine CNC ou sur un banc de préréglage comme l'illustre la figure ci-contre. Après avoir fini de la description de la structure d'une machine-outil à commande numérique ainsi que la définition des points clés à connaître sur une machine-outil à commande numérique, on passe maintenant à la démarche de préparation d'une machine-outil à commande numérique pour l'exécution d'une tâche d'usinage. D'une façon générale et sur la base du dessin de définition d'une pièce à usiner, l'exploitation d'une machine-outil à commande numérique pour la réalisation d'une pièce mécanique passe par les étapes suivantes. En premier lieu, on doit choisir la bonne machine à utiliser. Cela doit se faire en fonction de la géométrie de la pièce. Deuxième point, développer le processus d'usinage et en particulier les différentes phases de réalisation et la définition de mode de fixation. Troisième étape, ranger et vérifier les outils qui ont été choisis durant les différentes phases d'usinage. Développer le programme d'usinage, cela se fait maintenant à l'aide de logiciels de CFAO, comme par exemple le module CAM de SolidWorks ou le logiciel SurfCAM ou le module d'usinage de CATIA. Réaliser la documentation, c'est très important pour se faire comprendre de la part des opérateurs dans les ateliers. Charger le programme en mémoire de la machine-outil à commande numérique. Cela peut se faire d'une façon directe sur la machine ou par le biais d'un réseau informatique connecté à la machine choisie. Ensuite, il faut réaliser la configuration et le montage d'usinage approprié selon ce qui a été décidé par le bureau de méthode. Vérifier soigneusement le programme pour éviter toute éventuelle collision ou des bugs. Lancer la production. Et enfin, enregistrer la version du programme réalisé pour les futurs utilisateurs. Cette démarche qu'on vient de décrire, elle est bien illustrée par l'organigramme de la figure de la diapo. On passe maintenant à la programmation propre des machines-outils commandes numériques. Les instructions d'un programme sont écrites dans un langage codé appelé langage machine qui obéit aux normes internationales ISO 69083-1 qui correspond à la norme NFZ 68035, mais également les normes NFZ 68036 et NFZ 68037. Ce langage utilisé pour décrire les opérations d'usinage sur une machine-outil à commande numérique comporte un certain nombre de lignes d'écriture appelées blocs d'information comme illustré sur la figure de la diapo. Chaque ligne correspond à une étape particulière du processus d'usinage. Donc, chaque bloc ou séquence d'usinage contient plusieurs mots qui sont la combinaison de lettres d'identification appelées adresses et d'une série de chiffres accompagnés ou non de signes. La plupart des machines actuelles acceptent des blocs à format variable, dans lesquels ne figurent que les seules instructions nécessaires à leur exécution. Celles déjà fournies et encore actives n'ont pas à être répétées. Chaque fabricant de commande numérique spécifie dans son manuel de programmation la façon d'écrire les fonctions numériques allouées aux différentes lettres, adresses, comme le nombre de chiffres avant et après la virgule, le mode de séparation des entiers et des décimales. À titre d'exemple, les lettres adresses usuelles retenues par les machines MUM sont les suivantes. On a les mots numéro de bloc,
qui figure obligatoirement au début de chaque bloc. Un numéro de bloc précédé du signe / permet de sauter le bloc correspondant si l'opérateur le désire. Les mots fonction préparatoire adresse G suivi d'un nombre de 1 à 3 chiffres définissent le déroulement de certaines fonctions de commande et préparent la commande numérique à exécuter une action bien précise. Ce sont généralement des ordres de déplacement, de décalage, d'appel de cycle spécifique d'usinage. Les fonctions G peuvent être modales, c'est-à-dire un bloc d'information peut contenir plusieurs fonctions préparatoires G si elles ne sont pas contradictoires. Les mots de dimension ou d'ordre de déplacement composés d'une adresse accompagnée de sa valeur formatée selon le format suivant: X, Y, Z pour les mouvements principaux, U, V, W pour les mouvements secondaires, I, J, K pour les paramètres d'interpolation, A, B, C pour les coordonnées ondulaires. Les mots correspondant aux fonctions diverses sont appelés par les adresses: S pour la vitesse de rotation de la broche, F pour la vitesse d'avance demandée aux organes mobiles, T pour le numéro d'outil, D pour le numéro du correcteur d'outils, R pour la programmation d'un cercle par son rayon en interpolation circulaire. Enfin, on a les mots fonctions auxiliaires, adresse M suivie d'un nombre de 1 à 3 chiffres, servant essentiellement à la programmation des fonctions de commutation de la machine. Les fonctions auxiliaires peuvent être modales ou non modales, ou encore des fonctions avant et après, selon qu'elles sont exécutées avant et après le déplacement programmé dans le bloc. À travers cette vidéo, j'ai essayé de donner un aperçu général des machines-outils à commande numérique. Il est certain que beaucoup d'informations manquent à ce cours, car il est impossible dans une vidéo de 40 minutes de cerner tous les aspects relatifs à l'exploitation des machines-outils à commande numérique. Il est demandé à chacun de vous de consulter des ouvrages spécialisés dans ce domaine afin de lever les éventuelles ambiguïtés concernant l'organisation du travail sur une machine-outil à commande numérique, et en particulier, vous devez faire attention à la phase programmation qu'on développera, Inch'Allah, dans le contexte des travaux pratiques au niveau du département.